Et ce que je vais essayer de faire ici, c'est d'essayer de comprendre la rationalité managériale qu'il peut y avoir derrière des outils de promotion du syndicalisme. Et donc c'est un des intitulés de la journée, promouvoir le syndicalisme. C'est intéressant parce qu'on voit d'entrée de jeu qu'il y a toujours une ambivalence autour de ces logiques de promotion. Le fait qu'un observatoire de la discrimination s'intéresse à la promotion, c'est quelque part, on suspecte qu'il y ait autre chose derrière cette promotion. Et on va le retrouver dans des extraits de verbatim que je vais vous donner tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant et pourquoi les sciences de gestion ont des choses à dire, c'est au fond, on rappelait ce matin que la littérature anglo-saxonne en relations industrielles s'est pas tellement intéressée aux discriminations syndicales, elle a plutôt pris en général l'entrée de l'antisyndicalisme et des politiques managériales antisyndicales. Et ça, on peut le dater, c'est dans les années 80 qu'il y a ce virage, quand on reconnaît d'un point de vue conceptuel que finalement le management joue un rôle et que l'évolution des relations professionnelles dans l'entreprise n'est pas quelque chose qui est déterminé par un environnement institutionnel ou simplement par des stratégies syndicales, mais que les managers ont des marges de manœuvre et les utilisent. Alors à l'époque, on montre comme ça que ça permet d'affaiblir les organisations syndicales et on explique une bonne part de la désyndicalisation en Amérique du Nord par ces actions managériales. Du coup, on l'a dit, c'est suspect. Alors, en général, tous ces outils de promotion, alors effectivement, ça peut être la formation, la reconnaissance des parcours, le recours à l'expertise. Moi, je vais zoomer ici sur un autre dispositif qui était dans le débat public là, depuis quelques temps, qui est le chèque syndical, qui a été expérimenté chez AXA, un mode de financement du syndicalisme. Ces outils sont généralement très, très valorisés par les gens qui sont les défenseurs du dialogue social, qui voient un vrai outil de développement du dialogue social. Et puis, effectivement, pour ceux qui ont une conception un peu méfiante du dialogue social, et bien effectivement, c'est suspect, et donc on va essayer de creuser ça. Il me semble que c'est important de le faire. Il y a trois objectifs qu'il faudrait qu'on poursuive. Alors, c'est pas moi qui vais le faire ici, mais peut-être un programme de travail. C'est à la fois d'arriver à dresser un véritable état des lieux de ce qu'on appelle ces outils de promotion syndicale, qui probablement reposent sur des logiques un petit peu différentes. C'est également de livrer une description assez fine, parce qu'en réalité, on voit que c'est dans le détail que les différences vont se faire. Thomas Bredin disait ce matin, pourquoi pas valoriser les parcours syndicaux, mais très vite la question c'est qui va le faire, et c'est comment on outille ce dispositif. Et puis derrière, il me semble qu'il faut qu'il y ait quand même un débat conceptuel, et donc il va falloir essayer de conceptualiser un petit peu ces pratiques pour voir comment les analyser. Alors peut-être avant de parler du chèque syndical, je voulais me référer, parce qu'on a beaucoup fait référence à un dossier de travail et emploi ce matin, puisque les différents intervenants avaient été publiés dans un numéro spécial. Et il y a un autre article de ce numéro spécial qui m'a semblé intéressant, c'est l'article de Claire Juillet qui lui travaille sur le secteur aéronautique, alors dans une approche historique. Et en fait, l'ambivalence, on la voyait déjà juste dans le titre, je reprends le titre de son article, c'était les stratégies patronales de rénovation du dialogue social dans les années 70, donc ça paraît pas mal, et puis c'est très vite sous-titré discrimination de l'action syndicale. Donc on retrouve immédiatement cette idée que derrière en fait cette rénovation du dialogue social, il y avait des logiques discriminatoires. Et je reprends dans cet article un propos qu'il tient lui-même d'un document qui est confidentiel, qui est publié dans les années 70, c'est en 76 exactement, par le CNPF, et dans lequel le patronat, donc l'ancêtre du MEDEF, a appelé à ce que les dirigeants fassent un peu la promotion des syndicats réformistes. Et donc les propos sont les suivants. On ne peut pas courir le risque de voir des syndicalistes libres, alors libres, il faut comprendre réformistes, tenter de faire front commun, alors là il y a un décalage historique, mais front commun avec la CGT et la CFDT. Il convient donc de renforcer et de valoriser FO et de favoriser le syndicalisme cadre qui apparaît indispensable pour combattre la force d'attraction qu'exerce la CGT sur certains cadres séduits par un modèle marxiste de société. Et ça termine par la suite. Les chefs d'entreprise ont donc une responsabilité à assumer vis-à-vis du syndicalisme réformiste. Voilà. Donc ce propos est intéressant parce que très vite il introduit un décalage, et notamment par rapport à la manière dont on abordait les choses ce matin. Je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'une politique managériale vis-à-vis des syndicats ou vis-à-vis du syndicalisme. En réalité, la politique managériale, et Étienne le soulignait ce matin, est une politique managériale qui est différenciée et qui peut être adaptée en fonction du type de syndicalisme qu'on souhaiterait promouvoir. Et en réalité, l'enjeu pour le patronat, c'est plutôt de promouvoir un syndicalisme de dialogue ou de négociation par opposition à un syndicalisme plus contestataire.
Là aussi, si on essaye de conceptualiser un petit peu ça et qu'on rattache ça à la littérature en relations industrielles, ça nous renvoie à des vieux débats sur comment il faut concevoir le syndicalisme. Et il y a une vieille controverse en relations industrielles à laquelle on peut faire référence ici, qui est la controverse entre John Dunlop, qui expliquait que finalement il fallait avoir une conception économique des syndicats, et donc ils sont là pour faire monter le coût du travail, et comme il faut monter le coût du travail, eh bien il n'est pas étonnant que l'employeur cherche à affaiblir les organisations syndicales. Et puis il y a une conception plus politique qui était portée par Arthur Ross, et qui nous explique au fond, il faut comprendre la nature des relations au sein même du syndicalisme, et dès qu'on aborde cette vision politique, on se dit que finalement l'action managériale n'est pas nécessairement tournée vers simplement l'affaiblissement du syndicalisme, mais vers sa transformation, ou en tout cas essayer de porter une influence sur les relations internes aux organisations syndicales. Donc pour avancer sur cette piste-là, je voulais revenir sur une expérimentation, sur un outil qui est le chèque syndical. Alors le chèque syndical est un outil de financement du syndicalisme qui a été mis en place chez AXA dans les années 90. Il a été ensuite mis en place dans un certain nombre d'autres entreprises de l'assurance. Il est aujourd'hui en place dans les instituts de cancérologie, à la sécurité sociale également, et puis à la mairie de Suresnes qui a repris, qui a beaucoup communiqué sur le fait qu'ils se sont inspirés de ce dispositif. Le principe est assez simple. Une fois par an, les salariés reçoivent avec leur fiche de paye un bon de financement qui est une valeur. Alors, il y a une valeur cadre, une valeur non cadre, mais retenez à peu près 50 €. Ils peuvent remettre ce bon de financement à l'organisation syndicale de leur choix dans l'entreprise. Ils ne sont pas obligés, mais s'ils le remettent, le syndicat peut valoriser et le traduire en financement par l'entreprise. C'est un dispositif original au sens où c'est bien l'employeur qui finance, c'est bien les fonds sont mis à disposition par l'employeur, mais l'allocation de ces fonds est faite par les salariés, donc on peut essayer de comprendre. Alors pour l'étudier, on a fait plusieurs choses, et là j'ai travaillé avec un collègue qui est à l'université de Lorraine, qui s'appelle Mathieu Floquet. On a étudié le fonctionnement du dispositif syndical aujourd'hui chez AXA, donc on est allé voir les équipes syndicales, les équipes RH, etc. Et comme on était un peu frustré à l'issue, ça ne donnait pas beaucoup de résultats, on a dit mais il faut comprendre l'essence de ce dispositif, et là on a fait un travail plus historique, et ça a donné lieu à 2 publications, une publication dans Labour History qui revient sur, dans le camp syndical, comment ce dispositif a été inventé, parce qu'en réalité on dit toujours BBR avait inventé, donc BBR le patron d'AXA à l'époque, mais pas du tout, en fait c'est bien la CFDT qui l'avait inventé, ce dispositif, donc on est retourné dans les archives de la CFDT pour comprendre ce qui faisait débat autour de ce dispositif. Et puis on a publié un second article dans Business History, donc vous voyez, Labour History, Business History, on essaye à chaque fois de tenir les 2 côtés du dispositif, où là on cherchait à comprendre la rationalité de Claude Bébéar, de AXA, quand ils ont décidé de mettre en place ce dispositif. Je ne vais pas venir sur les détails de l'histoire parce que ce serait très long, mais en fait ce qui est intéressant et ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit l'imbrication très vite de 2 logiques. Une logique qu'on comprend par l'évolution de l'entreprise à ce moment-là. L'entreprise est dans une phase de croissance externe. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'AXA, AXA ça démarre par une toute petite structure qui sont les Mutuelles Unies, toute petite structure au fin fond de la Normandie, plutôt en mauvaise santé financière, et BBR s'engage dans une stratégie de rachat progressif de mutuelles. Et puis il va faire ça tellement bien que dans les années 90, il va finir par devenir le numéro 1 mondial de l'assurance par effet de rachats successifs de structures. Et en fait, il faut comprendre dans cette logique de croissance externe la volonté qu'il a de développer les réseaux syndicaux. Et son argumentation, telle qu'on peut la retrouver, repose sur 2 piliers. D'une part, il y a l'idée que quand on est dans la constitution d'un groupe, et un groupe qui est par nature décentralisé, puisque fait d'acquisitions extérieures, on a besoin d'avoir des mécanismes intégrateurs dans cette entreprise pour faire en sorte qu'il y ait un sentiment d'appartenance et qu'il y ait une politique un petit peu homogène. Et on voit à ce moment-là le réseau syndical comme un des leviers, comme un des véhicules de cette intégration du groupe. Et ça, d'ailleurs, on le voit, il y a d'autres champs qui l'ont analysé, notamment tout le champ d'analyse des entreprises multinationales. On voit que les syndicats ont toujours participé également d'une logique managériale qui consistait à intégrer le groupe. Et puis, il y a un deuxième élément, et c'est presque un peu machiavélique, il y a l'idée que dès qu'on devient une entreprise un peu importante, dès qu'on grossit, on a des gros problèmes de remontée d'informations, et le management, le top management, a souvent des doutes sur ses propres outils de reporting. Et ici, il y avait l'idée
que finalement on pouvait organiser un second canal de remontée d'informations. Il y avait bien le canal managérial, mais le canal syndical, et il y a une forme de mise en concurrence de ces deux canaux. Et cette remontée d'informations permet aussi de mettre sous contrôle l'entreprise. Donc on voit là qu'il y a une vraie rationalité managériale. Et par rapport au débat qu'on avait ce matin, à mon avis, on ne peut pas réduire la logique managériale à la simple préoccupation pour la réduction des coûts. Le fonctionnement d'une organisation, d'une grande organisation, est autrement plus complexe, et il se joue des phénomènes politiques à ce niveau-là. Simplement, évidemment, on n'imagine pas l'employeur développer des réseaux syndicaux prenant le risque d'offrir une tribune à la contestation aux salariés. Et donc, ces politiques de développement des réseaux syndicaux sont généralement associées à une volonté de transformer cette organisation syndicale et donc en tout cas de favoriser un syndicalisme plus réformiste. Ce qui est intéressant dans le cas du chèque syndical, c'est qu'il y a une vraie volonté de mettre les organisations syndicales sous contrôle des salariés. Sous contrôle des salariés, pourquoi? Puisqu'il y a désormais un pouvoir de sanction des salariés. S'ils sont mécontents de l'action d'une organisation syndicale, eh bien, ils ne remettront pas à ce moment-là ce chèque syndical, et donc le syndicat sera privé de ressources, et au contraire, les syndicats qui auront une politique à apprécier des salariés seront mieux dotés financièrement, et donc auront des outils de développement. Il y avait aussi, dans cette logique-là, une volonté de transformer les organisations syndicales au sens où elles sont moins tournées vers l'extérieur, vers leurs unions départementales, vers leurs fédérations, mais plus tournées vers les salariés. Donc il y a une vraie logique de transformation. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est, au fond, par la mise en concurrence des organisations syndicales, on fait en sorte de faire prévaloir un critère qui est un critère d'efficacité. Et là, la grande confiance qu'il y a à ce moment-là, et là il y a encore un trou, enfin quelque chose à expliquer, donc c'est plutôt dans les pistes que je vais suggérer, mais il y a une croyance très forte dans le fait que la négociation sera la méthode la plus efficace pour le syndicalisme, et que donc par des mécanismes de ce type-là, le syndicalisme de négociation sera privilégié. Donc ça mériterait d'être creusé, évidemment on n'a pas vu si c'était vrai ou pas, mais en tout cas c'est un des éléments sur lesquels repose cette volonté de remettre les salariés au cœur du jeu et de les mettre en capacité de contrôler les organisations syndicales. Alors, simplement pour ouvrir la discussion, donc je disais tout à l'heure, il faut recenser les différents outils de promotion des organisations syndicales, parce qu'elles reposent sur des logiques différentes. Et notamment, il y a un point de discussion quand même quelque part, et là, enfin, on pourrait ouvrir le débat avec Karen, puisqu'il y a un article qui avait été publié avec Sophie Bérou là, dans la revue Agone en 2013, où il y avait l'idée que les dispositifs de valorisation des parcours syndicaux étaient souvent associés avec une forme d'autonomisation des leaders syndicaux de la base et des salariés. Sous-entendu, on va s'arranger entre les DRH et quelques leaders syndicaux, et puis on essaie de faire en sorte que les syndicats soient coupés des organisations syndicales. Et là, on a un cas qui ne repose pas du tout sur cette logique, puisqu'au contraire, il repose sur la volonté de donner aux salariés un pouvoir de contrôle sur les organisations syndicales. Et donc là, il y a peut-être un débat à avoir, ou en tout cas, est-ce que c'est dans le recensement qu'il faut distinguer ces outils qui reposent sur des logiques différentes. Là aussi, si on veut conceptualiser un petit peu, ou se donner des pistes de recherche, j'arrive au bout, donc ça va être impeccable. Est-ce que dans cette logique, en tout cas des managériale, si elle devait se trouver ailleurs, et encore une fois on a quelques exemples, donc plutôt dans les grandes entreprises, de volonté de développer les réseaux syndicaux, est-ce que si cette rationalité managériale est bien à l'œuvre, il y a un intérêt à avoir des syndicats déconnectés des salariés? A priori non, et là ça renvoie aux analyses finalement d'Alessandro Pizzorno, ce politiste qui disait au fond ce qui intéresse alors soit l'État dans ses relations avec les confédérations syndicales, soit le manager avec ses équipes syndicales, c'est d'avoir précisément des syndicats qui soient très représentatif et qui a une capacité à assurer, à garantir à l'employeur une paix sociale. Et c'est à cette condition qu'on va s'engager avec lui dans des logiques de compromis ou de négociation. Et puis, et j'en termine par là, ces constats invitent, à mon avis, à avoir une lecture qui soit beaucoup plus micro que ce qu'on peut avoir habituellement sur ces questions de discrimination ou de promotion syndicale. C'est-à-dire que on a tendance, et on l'a bien vu depuis ce matin, à chaque fois réduire l'entreprise à l'employeur, comme si c'était un tout homogène. Et en réalité, ça n'est pas le cas. Et il y a des divergences d'intérêts au sein même de l'employeur et des équipes managériales.
Et donc on peut observer que la promotion du syndicalisme peut peut-être être une véritable arme pour la direction des ressources humaines, pour les directeurs des relations sociales, mais par contre pas pour un directeur plus opérationnel ou un manager plus opérationnel. Et donc il faut rentrer aussi dans ces logiques managériales pour comprendre pourquoi un acteur à un moment donné va chercher à promouvoir le syndicalisme. Voilà, merci beaucoup.